Chers étudiants et étudiantes de Mid-Ocean University, soyez la bienvenue dans votre module d'entrepreneuriat. Donc, au cours de cette séance, nous allons continuer à étudier ensemble les différentes formes d'entrepreneuriat. Alors, nous allons voir ensemble donc l'entrepreneuriat coopératif, solidaire, vert et féminin. Commençons donc tout d'abord par l'entrepreneuriat coopératif collectif. Alors, les coopératives existent dans tous les secteurs de toute taille et variété. Donc, vous devez savoir une chose, que créer une coopérative, c'est existe dans différents secteurs. Elle peut être dans le secteur agricole, elle peut être dans le secteur industriel, elle peut aussi être dans le secteur de nouvelles technologies d'information. Elle peut aussi être de petite taille euh, ou de grande taille. Elle présente une alternative spécifique pour créer, gérer et développer des organisations. Elle partage un but commun. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que cette coopérative va être créée par des personnes, par des individus qui sont eux-mêmes les propriétaires de cette coopérative. Ils vont se rassembler ensemble pour répondre à des objectifs communs, d'accord, avec un mode de gestion démocratique. Donc, ils vont essayer donc de donner un service ou un bien, d'accord, qui va répondre aux besoins d'une communauté donc bien déterminée. Et le mode de gestion, c'est un mode de gestion qui est démocratique. Pour en savoir plus, donc, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat coopératif, ceci implique la mise en commun de ressources différentes de l'entrepreneuriat économique. Donc, l'entrepreneuriat coopératif, elle rassemble plusieurs types de ressources. Ça veut dire que euh, ces membres qui vont créer cette coopérative, ils vont donc donner des ressources sociales, des ressources relationnelles. Ils vont donc participer donc pour prendre des décisions. Il n'y a pas donc un actionnaire qui est dominant, d'accord? Il faut savoir que chaque membre, donc, euh, il a donc une voix, d'accord? Il a un vote, il a le droit à un vote, peu importe donc euh, sa participation au financement. Donc, les valeurs fondamentales de l'entrepreneuriat coopératif donc, sont l'entraide, le sens de responsabilité et la solidarité. Donc ici, ces membres qui vont créer cette coopérative, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'entraider, d'accord? Euh, Puisque chacun d'eux, donc, il a ses propres expériences, il a donc aussi ses propres connaissances et il va les mettre, d'accord, au service, d'accord, euh, il va essayer donc ici de trouver une solution avec les autres, d'accord? C'est en fait la participation pour trouver la solution, c'est la participation aux finances, c'est la participation, c'est c'est plus la solidarité, d'accord, entre tous les membres de cette coopérative pour essayer de trouver une réponse collective à un problème partagé par les membres d'une communauté. Donc, de ceci, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que l'entrepreneuriat coopératif englobe deux dimensions, d'accord? La dimension économique, à savoir la production, la vente de biens et de services, et la dimension sociale, c'est une finalité de service à la collectivité plutôt que une finalité de profit. Donc, gardez ça en tête. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat coopératif, on parle donc des valeurs fondamentales de l'entraide et
de responsabilité et de solidarité, d'accord, pour euh, venir répondre à un problème d'une communauté. Et cette euh, entrepreneuriat coopérative, elle, elle rejoint donc deux dimensions, la dimension économique et la dimension sociale. Alors, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat coopératif, premièrement, qu'est-ce que cette coopérative elle doit avoir? Premièrement, tous les membres de cette coopérative doivent partager donc l'accès au financement. Donc, chaque membre, il peut fournir à la coopérative un capital et peut participer au capital de cette coopérative. Deuxièmement, ils vont partager aussi les outils de production. Ils vont aussi partager tous les savoirs essentiels et ils vont aussi partager leur savoir-faire entre eux. D'accord? Ce partage, c'est ce partage qui va aider et qui va amener cette coopérative à réaliser et la finalité économique et aussi la finalité sociale. Parmi donc les caractéristiques de l'entrepreneuriat coopératif, on trouve donc premièrement l'adhésion libre et volontaire. Ça veut dire que l'adhésion à cette coopérative, toutes les portes donc sont ouvertes pour les personnes qui sont aptes et qui sont capables et qui peuvent prendre donc le- le- leurs responsabilités donc en main, d'accord? Et ceci dans un cadre qui est fondé sur la non-discrimination, donc que ce soit sur l'origine sociale, la race, la politique ou la religion, d'accord? Donc c'est un mode facile pour euh, se mettre en collectif pour une raison qui est plus sociale que, que économique. Et les modes de gestion, donc on trouve le mode de gestion qui est démocratique. Donc les membres ont des droits de vote égaux. Un membre, donc, il a donc une voix, d'accord? Et peu importe donc sa participation au capital, d'accord? Lorsque ici, les membres vont prendre une décision sur un sujet bien déterminé, sur un projet bien déterminé, donc ils vont chacun voter donc avec sa propre voix, donc peu importe ici euh, le capital investi dans cette coopérative. Les coopératives donc sont autonomes et indépendants. Euh, les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide gérées par leurs membres. Ce sont ici une chose qui est très importante ici, c'est que cette coopérative elle est gérée par tous les membres de cette coopérative et il n'y a pas donc un autre euh, comment dirais-je, un autre agent de l'externe ou une personne externe à cette coopérative qui va venir et diriger ou prendre des décisions concernant cette coopérative. La participation économique, ici donc les membres contribuent de manière équitable au capital de leur coopérative, bénéficiant d'une rémunération limitée du capital souscrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque membre de cette coopérative, il va contribuer donc avec un montant qui est bien déterminé et qui est le même donc par tous les autres membres et il va recevoir une rémunération limitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pas que si on prend le même membre qui va travailler pour
une autre entreprise ou donc qui va soi-disant créer un autre type donc d'entreprise, il va recevoir une rémunération qui sera peut-être plus importante que lorsqu'il est en coopérative. Mais ici, euh, il y a un but commun, il y a c'est cette volonté, d'accord, de servir l'autre qui est plus importante chez donc ces entrepreneurs coopératifs. Et les excédents donc des activités réalisées sont donc réservés, d'accord, et elles seront placées pour que ce soit le développement de la coopérative ou pour le soutien donc d'autres activités donc, ou d'autres projets que la coopérative elle va réaliser. Autre avantage ou principe donc des coopératives ou de l'entrepreneuriat coopératif, c'est que les coopératives, elles peuvent s'associer ensemble et des projets, faire des projets ou des événements en commun, d'accord, euh, pour, euh, pour réaliser euh, ou apporter un service à des membres communs des deux coopératives. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve aussi? On trouve le principe de la formation et l'information. Les coopératives fournissent à ces membres la formation requise pour contribuer au développement de leur coopérative. Ça veut dire que ces coopératives, elles vont veiller à ce que leurs membres comprennent exactement et en détail comment fonctionnent les coopératives, comment nous pouvons développer et amener plus, développer en termes de connaissances, de savoir, développer en termes d'innovation lorsque nous allons répondre aux besoins euh, d'une communauté, innover donc en termes de projet, de réalisation, d'accord? C'est en fait, euh, lorsque on est membre de coopérative, c'est que on est sûr que nous allons trouver l'information essentielle, d'accord? Et la formation, on va veiller à former donc nos cadres et les membres de cette coopérative sur le bon fonctionnement et sur donc ici euh, et sur donc le bon fonctionnement, la façon avec laquelle on peut progresser avec cette coopérative et nous sommes toujours dans un but de euh, pérenniser, d'accord, euh, cette activité. L'engagement envers la communauté, donc, grâce à leurs valeurs, les coopératives sont susceptibles de servir l'intérêt général et pas seulement l'intérêt commun de leurs membres. Ça veut dire que les coopératives aussi, ils vont servir donc cette communauté en termes de services produits et donc on peut aussi parler de l'engagement en termes de développement durable. Alors, nous allons regarder ensemble une vidéo qui parle de l'entrepreneuriat coopératif. Alors, juste un instant, je vais partager la vidéo, l'écran de la vidéo. Vous entendez de plus en plus parler dans... Voilà, ça va commencer maintenant. Vous entendez de plus en plus parler dans l'actualité de coopératives, d'entreprises qui ont du sens. Oui, c'est vrai. Mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit? Je connais les coopératives qui rassemblent les agriculteurs et on entend parler des coopératives de salariés. Il s'agit du même modèle économique. Laissez-moi vous expliquer.
En réalité, sans le savoir, vous connaissez les coopératives. Vous les côtoyez tous les jours ou vous en consommez les produits. Quand vous faites vos courses au supermarché, quand vous achetez vos lunettes, vos articles de sport, les jouets de votre enfant, il y a de fortes chances que vous soyez dans un magasin coopératif. Ouvrez vos placards, faites le tour de votre cuisine. Lait, beurre, viande, légumes, fruits, farine, conserves, coopératif. Et plus de 20 millions de Français sont sociétaires d'une banque coopérative. Ok, mais concrètement, c'est quoi une coopérative? Une coopérative est une entreprise pas tout à fait comme les autres. Elle répond avant tout aux besoins de ses membres, également appelés sociétaires ou adhérents. Toutes les activités peuvent être concernées. La production et la vente de biens, le financement, l'habitat, le service à la personne, la gestion de l'énergie, la mise en commun de services, absolument tout. Le modèle coopératif est aussi adapté aux artisans, aux PME. Parfois, même les salariés sont directement associés à leur entreprise. C'est le cas des SCOP. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres entreprises? Ce sont des sociétés où la personne prime sur le capital. Elles appartiennent à leurs membres. Oui, les entreprises coopératives pratiquent la démocratie. Grand ou petit, chacun vote à égalité. C'est le principe d'une personne égale une voix. Chaque coopérateur participe aux grandes orientations de son entreprise. J'imagine que ça doit marcher avec des petites entreprises, mais difficilement avec des grosses. Détrompez-vous, une coopérative est une entreprise, donc il y en a de toutes les tailles. D'ailleurs, en France, certaines sont leaders sur leur marché et se déploient à l'international. Tout est une question d'organisation. La démocratie s'organise à tous les échelons. La coopérative place toujours le sociétaire au cœur de sa stratégie. C'est assez original comme idée. La force d'une coopérative, c'est que la richesse créée sert le territoire, participe au développement local et à toute l'économie française. Le développement local? La richesse créée n'est pas redistribuée à des actionnaires extérieurs. Une part des résultats est partagée entre les membres et une part est mise en réserve dans la coopérative. Ces réserves impartageables assurent la solidité financière de l'entreprise au fil des générations et lui permet de développer ses activités et d'investir sur son territoire. C'est bien généreux, votre système. Généreux n'est pas le terme exact. Disons que chacun y trouve son compte entre bénéfices personnels et intérêts collectifs. C'est de la solidarité. C'est un modèle qui a fait ses preuves depuis plus d'un siècle. De plus en plus d'entrepreneurs, de sociétaires partagent leurs valeurs. Et c'est un mouvement qui se développe en France et dans le monde entier. C'est génial. Voilà des entreprises libres, solidaires et performantes. Les coopératives, des entreprises responsables. Revenons donc, à notre PPT. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette vidéo? C'est que donc les coopératives, elles ont des valeurs fondamentales, c'est la participation, c'est le but, un but collectif, c'est l'entraide, le sens de responsabilité. Ça peut aussi se trouver en petite forme ou donc de petite taille, pardon, et aussi on peut la trouver donc dans plusieurs secteurs. Et cette coopérative, elle peut aussi se développer à l'international. Ça aussi, c'est intéressant. Et le fait que tous les membres, c'est eux donc les propriétaires de cette coopérative. Alors, on passe maintenant à l'entrepreneuriat solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat solidaire? Donc, tout d'abord, elle est apparue dans les années 90. Donc, le concept de l'entrepreneuriat social, il voit le jour aux États-Unis à travers donc la SEI. Donc, elle se manifeste dans la création d'activités bénévoles ou l'innovation et l'amélioration dans les secteurs d'activités bénévoles existantes. La création, donc, cet entrepreneuriat solidaire, elle consiste à la création ou le développement des organisations à but non lucratif qui se différencient des entreprises économiques par le fait que leur objectif primordial n'est pas le gain d'argent, mais de servir un intérêt général ou défendre une cause humaine. Alors, les domaines de l'entrepreneuriat solidaire ou social peut être donc 17. Premièrement, donc, on peut trouver donc pas de pauvreté,
la santé, la bonne santé et le bien-être, l'éducation de qualité, la vie donc terrestre ou la vie donc aquatique, la lutte aussi contre les changements climatiques. Donc ici, c'est cet entrepreneuriat solidaire qui a un objectif de résoudre un problème social, tel que par exemple le gaspillage alimentaire. Donc ce on constate euh, grâce à l'augmentation de la consommation des produits, d'accord, qu'on trouve par exemple au supermarché, c'est que euh, il y a des produits, par exemple, que la date de présomption, donc, elle va approcher, donc, et les supermarchés, ils vont se débarrasser, donc, en poubelle. Donc, ici, ça, c'est du gaspillage. On peut trouver aussi de l'entrepreneuriat solidaire qui va s'intéresser, donc, à améliorer l'éducation, d'accord? Et à fournir à une société ou à une communauté bien déterminée, donc une éducation de qualité. Les bases donc de l'entreprise, des entreprises solidaires sont, premièrement, avoir un projet économique à but non lucratif, avoir une finalité sociale, ça veut dire le bien-être, la satisfaction collective, et avoir une gestion participative, ça veut dire que toutes les parties ici prenantes sont impliquées dans la gouvernance de cet entrepreneuriat ou de cette entreprise solidaire. Donc ici, le collectif pour le développement de l'entreprise sociale CODES, il définit donc ces entreprises comme étant des entreprises à finalité sociale, sociétale, environnementale et à lucrativité limitée. Elles cherchent à associer leurs parties prenantes à leur gouvernance. Pour mieux comprendre l'entrepreneuriat solidaire, on trouve 4 principaux piliers. Premier pilier, c'est le fait que cette entreprise solidaire, elle a un projet économique. Ça veut dire, elle a un bien ou un service qu'elle va donc produire. Elle va aussi créer de la richesse et de l'emploi. Elle a un modèle économique qui est viable. Ça veut dire, c'est un modèle économique qui peut continuer, d'accord, et qui peut coexister et pérenniser donc sur le marché. Et ce projet économique, il prend un risque et donc il va apporter une innovation. Deuxième pilier, c'est la finalité sociale, c'est le fait d'avoir des euh, besoins et éléments de mieux vivre. Il est axé au service de santé, de l'économie d'énergie, la promotion, donc, par exemple, de la consommation locale. Le troisième pilier, c'est la lucrativité limitée. Ça veut dire que les bénéfices réinvestis sont réinvestis donc pour la réalisation d'objectifs sociaux environnementaux. Les profits personnels, il y a des profits personnels qui sont limités. Donc, l'encadrement à l'échelle donc, des salaires, le profit donc, il sera donc réservé à de nouveaux projets ou de nouveaux projets donc solidaires ou au développement des humains. La gouvernance participative, c'est le quatrième pilier, à savoir le processus de décision non fondé sur la propriété du capital. Le partage décisionnel, ça veut dire lorsque on va prendre une décision, donc nous allons partager cette prise de décision avec les autres. On trouve aussi l'implication des parties prenantes dans ce processus. Donc nous allons savoir que ces parties prenantes comportent dirigeants, personnels, clients, fournisseurs, donc financeurs donc privés et administratifs locaux. Donc ça, ce sont tous les parties prenantes qui vont prendre décision donc
euh, pour cette entreprise solidaire. Les caractéristiques donc de l'entreprise solidaire, c'est que elle va répondre donc à un besoin social en mettant en œuvre une activité économique. Son rôle central, c'est le fait d'établir une limite aux activités de l'entreprise, se base sur comment dirais-je, le fait de trouver des relations pour les parties prenantes, point de repère entre les dimensions économiques et sociales, la distribution limitée des excédents. Ça veut dire qu'il n'y a pas de distribution de bénéfices ou de distribution limitée. Elle concerne donc des activités à faible intensité capitaliste. Les formes juridiques qu'on peut trouver donc en tant qu'entreprise solidaire, on peut trouver donc sous forme d'associations, de mutuelles, de coopératives, de fondations. Les ressources, donc, cet entrepreneuriat ou cette entreprise solidaire peut avoir comme ressource le sponsoring, le mécénat, etc. Les formes de l'entrepreneuriat solidaire peuvent être l'entrepreneuriat communautaire. Donc, la communauté est l'acteur principal et le bénéficiaire de l'action entrepreneuriale. Ça veut dire, par exemple, un village engagé dans des activités de production et de vente des produits locaux, par exemple comme le café. Agent donc de changement social, des individus font évoluer donc les perceptions de la population concernant des problématiques sociales spécifiques telles que le développement durable ou la gestion des ressources rares. On peut aussi donc trouver l'innovation sociale. Ce sont des innovations au sens large, incluant des processus et des technologies relatifs à des biens sociaux. Donc, ces formes ont été donc euh, rédigées et créées par Alain Payol. Donc, l'entrepreneuriat solidaire ou social, selon William Bill Drayton, qui est le fondateur et l'acteur et l'actuel donc président donc d'une ONG qui est vouée à la recherche donc et à l'encouragement des entrepreneurs sociaux dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'entrepreneuriat solidaire? Il dit que les entrepreneurs sociaux ne, ne, ne se contentent pas de donner un poisson ou d'enseigner la pêche, ils n'auront de repos que lorsqu'ils auront réussi à révolutionner l'industrie de la pêche. Le but de la vie du véritable entrepreneur social est de changer le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que l'économie solidaire est sociale et en plein développement car elle permet de répondre aux besoins fondamentaux. En période de crise, c'est elle donc qui est la plus dynamique que le reste de toute l'économie. Et son développement nécessite la mise en place d'un système complet, hommes, outils, institutions, médias et politiques. Donc ici, c'est l'entrepreneuriat solidaire est un moyen qui va euh, permettre de dynamiser l'économie, que ce soit donc à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Et ceci nécessite donc plus de sensibilisation, plus donc peut-être la rédaction et la mise en œuvre des lois qui vont être appliquées sur le terrain. Peut-être qu'on pourra aussi euh, donner des avantages pour ce genre d'entrepreneuriat, d'accord, pour amener les gens à participer et à créer dans le social.
Quelques exemples donc de projets d'entrepreneuriat solidaire. On trouve donc le projet Gentuli, donc qui a une mission donc de réduire la mortalité des enfants, donc que ce soit en naissance ou après naissance. Et c'est une entrepreneuriat qui a permis donc aux familles d'accéder au service médical, d'accord, euh, au service médical dans ces cas et permettre aussi d'éduquer, d'accord, ou de former ces jeunes mères, d'accord, à l'adoption donc de bons gestes à un prix donc le prix donc a été accessible pour donc ces communautés spécifiques. On trouve aussi donc Green Recycling qui lutte donc aussi contre les déchets, qui a été aussi créé par une équipe d'étudiants, d'accord, en Zimbabwe, d'accord, qui ont développé et qui ont recyclé donc le déchet des plastiques et qu'ils ils vont l'utiliser donc comme euh, carburant. Et aussi, la chose qui est plus importante, c'est que ici, ils vont recruter pour ce travail-là les veuves donc des guerres, de la guerre, pour la transformation et la vente donc du carburant et ceci donc permet à ces femmes donc d'accéder à une indépendance financière. Et on trouve aussi un autre projet, c'est le projet donc d'Amanat, donc qui parle donc du modèle de développement circulaire fermé donc sur le développement économique et environnemental. Le système, il utilise donc le plastique recyclé comme monnaie d'échange. L'idée, c'est que les particuliers apportent le plastique jeté aux banques de recyclage en échange de points qui peuvent être échangés contre des besoins spécifiques tels que les repas ou d'autres biens. Donc ici, ces points sont suivis et échangés via une application mobile. Donc ici, c'est cette activité solidaire ou cet entrepreneuriat solidaire. Donc, elle va veiller au développement durable, elle va faire le recyclage donc du plastique, elle va donc permettre à une certaine donc tranche de la société d'accéder donc à des repas ou à d'autres services dont ils n'ont pas le pouvoir donc financier pour le payer. Et ici, euh, et de plus, il utilise donc ici la technologie, d'accord? Et ici, les sites de collecte et de fabrication de biens offrent de nouvelles opportunités d'emploi, entraînant des revenus pour les personnes dans le besoin. Donc ici, et aussi, elles vont participer à créer aussi de l'emploi. Donc, pour comprendre plus et avoir donc plus de connaissances sur l'entrepreneuriat solidaire, donc je vous ai trouvé donc une autre vidéo. Donc, je vais partager euh, l'écran un instant. Ouais, voilà. Alors, on écoute ensemble, ensuite on va revenir sur les points essentiels.
Bonjour et bienvenue dans le Gros Mot de l'écho. Vous vous demandez peut-être s'il est possible de faire vos courses, de travailler sans épuiser les humains et la planète. Vous en avez peut-être assez de la surproduction et de la surconsommation. Cette semaine, le Gros Mot de l'écho vous emmène explorer une troisième voie, l'économie sociale et solidaire. Ni profit à tout prix, ni philanthropie. Ce nouveau modèle s'appliquerait à tout. Distribution, énergie, transport, industrie. Mais qu'est-ce que c'est exactement et comment ça marche ? Aider avec quoi? Pour les gens dans le besoin, non? C'est pas ça? Ce serait une gestion d'économie en faveur des plus démunis, par exemple. Je pense que ça va être les plus riches qui doivent donner un peu d'argent aux plus pauvres. On a besoin des entreprises, des associations pour s'occuper de cette économie solidaire, puisque je suppose que l'État ne peut pas prendre en charge toutes ces difficultés, tous ces problèmes. Bonjour Bénédicte Fèvre-Tavignon. Bonjour. L'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est? L'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre autrement. L'idée, c'est de combiner l'activité économique avec la recherche d'un impact social, environnemental. Alors, ce qu'on appelle un impact positif, mais pouvez-vous nous donner des exemples? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Par exemple, à donner accès à des biens et services essentiels pour tous, à donner accès au travail pour tous. On veut résoudre des problématiques environnementales, par exemple de recyclage, lutter contre l'amas de déchets, on veut lutter contre la pauvreté, les inégalités. Qui fait de l'économie sociale et solidaire? C'est du business ou c'est du social? On trouve une grande variété d'organisations en partant des associations et des fondations qui n'ont pas du tout pour finalité de faire du profit. Et puis, il y a aussi tout ce qui est le monde des mutuelles et des coopératives qui génèrent du profit, qui les redistribuent auprès de leurs membres ou sociétaires. Plus récemment, en 2014, une nouvelle catégorie a rejoint l'économie sociale et solidaire en France. À travers la loi Hamon, il s'agit des entreprises qui génèrent du profit, mais qui doivent donc respecter un certain nombre de règles. Les entreprises sociales et solidaires, elles ont des règles particulières en matière de finances. Il y a une règle qui s'appelle la règle de la lucrativité limitée, où il s'agit de verser plus la moitié des bénéfices dans les réserves pour maintenir ou développer l'activité. Seulement 49% des bénéfices peuvent être versés aux actionnaires. Est-ce qu'il y a des règles en matière d'écart salarial, par exemple? Il y a des règles en matière d'écart salarial en France pour les entreprises d'utilité sociale qui sont référencées ESUS, pour lesquelles les écarts de salaire sont effectivement réglementés. Par exemple, les 5 premiers salaires, la moyenne des 5 premiers salaires ne doit pas excéder 7 fois le salaire minimum. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des règles dites de gouvernance, c'est-à-dire pour prendre les décisions stratégiques, qui fait quoi? Il s'agit à la fois d'informer et de faire participer à la gouvernance de l'entreprise, non seulement bien sûr les actionnaires, mais aussi d'autres parties prenantes importantes évidemment, comme les salariés et d'autres parties prenantes externes. C'est le cas de Danone, par exemple, un très grand groupe. C'est pas du greenwashing, ça, c'est pas soigner son image plus qu'autre chose? Ça peut être du greenwashing, évidemment. Et puis, ça peut être aussi de la part des acteurs économiques de ces grandes entreprises une vraie intention de se transformer du fait de la compréhension des limites du modèle actuel de développement. Il y a une prise de conscience évidemment des enjeux environnementaux et de l'urgence climatique, de l'urgence de la biodiversité aussi, de la limite absolue de cet amas de déchets, de plastique, etc. Et il y a aussi une prise de conscience de la nécessité absolue également d'arrêter d'accroître les inégalités sociales qui nous conduisent à des soulèvements sociaux aujourd'hui, à une montée des populismes et qui n'est pas durable. En France, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% du PIB et 12% des salariés du privé. Le secteur compte environ 215 000 structures, des fondations, des associations, des coopératives, mais aussi, et c'est nouveau, des entreprises comme Phoenix. Créée il y a 6 ans, Phoenix a déclaré la guerre au gaspillage alimentaire. Rien qu'en France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année, soit une perte de 16 milliards d'euros. Première étape pour Phoenix,
apprendre aux commerçants à valoriser leurs invendus et à tendre vers le zéro déchet. Tout commence par le tri des aliments abîmés ou qui approchent de la date limite, comme dans ce magasin à Paris. Comme c'est un pyramide de main, je les retire du rayon. Donc là, ces produits ne sont plus vendables. Mais en revanche, ils sont encore bons. Voilà. C'est un caddie pour les dons. Donc les dons pour Phoenix. Donc là, ensuite, je vais me rediriger vers la réserve. Je vais scanner les produits. Il y a un livreur qui va venir les récupérer. Régulièrement, une employée de Phoenix vient voir si la gestion des invendus se passe bien. Vous allez bien? Au niveau de la composition des paniers, il n'y a pas de problème particulier. Non, on essaie de respecter justement. La variété. Voilà, c'est ça. La variété des produits dans les paniers, ouais. Voilà, en général, on met entre 4 et 5 produits. Ok. Une fois retirés des rayons, les aliments ont 4 destinations possibles. S'ils sont trop abîmés, ils sont donnés à des animaux dans des fermes, des zoos ou des chenils. Soit ils retournent à la terre via le compost ou la méthanisation. Mais l'essentiel est donné à des associations pour aider les personnes en difficulté. Enfin, 10% environ sont revendus aux particuliers via une application mobile. Il suffit de venir dans les magasins partenaires pour récupérer un panier surprise. Chacun peut télécharger l'application sur son mobile et en fait, voilà, les paniers sont disponibles sur le jour même. D'accord. Et on peut commander son panier en un clic et ensuite aller le récupérer en magasin jusqu'à la date de fermeture. Le panier est à peu près à moins 50% de la valeur initiale. Donc, c'est une bonne action économique et à la fois pour l'anti-gaspillage. Car si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e plus gros émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis. Réduire ce gaspillage, c'est donc soulager la planète et aider les personnes dans le besoin. En 6 ans, Phoenix aura distribué l'équivalent de 100 millions de repas en France, mais l'entreprise reste commerciale et doit se rémunérer. On est une entreprise commerciale, on est sous statut SAS, donc entreprise privée, et on transforme, nous, un centre de coûts, les invendus, en centre de profit. Et on prélève une commission, un pourcentage sur les volumes qui transitent par Phoenix, que ce soit sur l'application, sur la plateforme de dons aux associations ou sur les animaux. Donc, dans tous les cas, notre promesse, c'est une réduction des coûts de destruction, une réduction du poste gestion des déchets, gestion des biodéchets, des déchets organiques, et nous, on prend une commission là-dessus. Donc vous êtes une entreprise qui doit dégager du bénéfice, mais en même temps qui obéit à des critères bien précis. On répond à 2 labels, un label franco-français qui s'appelle le label ESUS, ça veut dire Entreprise solidaire d'utilité sociale, et ça veut dire qu'on répond à des enjeux de lucrativité limitée. On s'est engagé à encadrer l'échelle de salaire de 1 à 10, entre le plus bas salaire de l'entreprise et le plus haut salaire. Donc, deuxième chose, on a encadré la distribution de dividendes. Le résultat net, fin d'année, il y en a chez nous parce qu'on est profitable, la moitié peut être distribuée aux actionnaires et l'autre moitié doit être investie soit dans Phoenix pour des projets d'impact, soit chez les partenaires associatifs du réseau de Phoenix. À côté de ça, on a un label américain qui est B Corp, qui est un label plus global, pas juste sur la lucrativité limitée, sur tout ce que l'entreprise fait en termes de gestion RH, égalité homme-femme, diversité, inclusion, gestion des déchets au bureau, politique de transport. Et donc ça, c'est un label assez exigeant. Voilà, on a eu la chance d'être labellisé B Corp il y a 1 an maintenant. Ça veut dire qu'on n'est pas à huis clos avec les actionnaires seulement, ça, quand on prend une décision? Voilà, on n'est pas seulement avec les actionnaires, on n'est pas seulement avec nos investisseurs, on pense aussi aux salariés, aux clients, aux parties prenantes, aux sous-traitants, et on essaie de faire les choses dans de bonnes conditions et avec respect de tous ceux qui participent à l'aventure Phoenix de près ou de loin. Qu'est-ce qui vous a poussé, Jean Moreau, à créer cette entreprise? Moi, à titre personnel, c'était une sorte de quête de sens. J'avais envie de créer une boîte, mais pas seulement une entreprise, de créer et d'incarner cette façon de faire des affaires un peu différemment. Et puis, on était sûr que c'était une tendance de fond, une tendance de marché. On ne s'est pas trompé puisque depuis, c'est devenu une tendance qui est à la mode. Merci, Jean Moreau, pour toutes ces explications. L'économie sociale et solidaire, c'est donc un secteur en pleine croissance. On résume depuis le début et en dessin. L'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est un peu le James Bond du business. Sa mission est quasi impossible. L'agent 007, c'est l'association, la fondation ou l'entreprise. Elle doit rechercher l'utilité collective, créer des emplois, aider les personnes, protéger l'environnement, tout en gagnant de l'argent. Pour y parvenir, l'agent ESS a son Aston Martin, un statut particulier d'entreprise sociale ou à mission par exemple. Grâce à ce véhicule, 007 peut dégainer l'arme de la lucrativité limitée.
La majorité des bénéfices est réinvestie dans l'activité ou gardée en réserve. Même sobriété avec les salaires, les écarts sont limités de 1 à 10. Autre arme secrète, la gouvernance participative. Pour les décisions stratégiques, l'agent ESS traite avec sa majesté les actionnaires et les dirigeants, mais aussi avec les salariés. La mission n'est accomplie que si l'activité a un impact social ou environnemental positif, un impact aussi mesurable que la rentabilité financière. Et c'est la fin de cette émission sur l'économie sociale et solidaire. Pour la revoir, le site de France 24, www.france24.com. Vos questions et vos suggestions, c'est sur Twitter et sur... Alors, après avoir donc regardé ensemble cette vidéo, donc on peut conclure que l'entrepreneuriat donc ou l'économie solidaire, donc, elle a un objectif, c'est le fait de aider aider une collectivité bien déterminée avec un but donc qui est ou une lucrativité qui est limitée avec une gouvernance participative. Donc, elle peut aider sur différents volets, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau environnement, que ce soit aussi au niveau donc de la santé de la population, la préservation donc par exemple la préservation de la vie maritime, les espèces donc qui sont en voie donc d'extinction. On peut aussi aider cet entrepreneuriat donc solidaire. Elle peut aider à diminuer donc les effets de serre, d'accord. Et principalement, la vidéo nous a montré l'effet du gaspillage alimentaire et ça donc ça peut aussi aider les économies des pays. Plus spécifiquement, les économies de pays donc, qui sont en voie donc, de développement. On passe maintenant à l'étude de l'entrepreneuriat vert ou l'éco-entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat circulaire. Alors, pour commencer à étudier donc, cet entrepreneuriat vert, donc, on va se mettre en situation, par exemple, imaginez que Robinson donc, Crusoe, donc, qui est en train de vivre sur une île et il est en train donc ici de consommer de la nourriture, il est en train donc d'utiliser donc les différents matériaux qu'il va utiliser, de l'air, de l'eau qui est potable. Et si donc il va brûler et couper tout le bois de l'île, d'accord? Ça veut dire qu'il va surconsommer les ressources qui existent sur cette île. Ça veut dire qu'il va mettre sa survie donc compromise. Ça veut dire quoi, ceci? Ça veut dire que nous sommes en train de vivre sur une planète. Cette planète, elle a donc des ressources bien déterminées, d'accord? Elle a des ressources, qui sont en train de devenir de plus en plus rares. Ça veut dire que, en d'autres termes, nous sommes en train de manger notre planète. Et ceci va nous amener à quoi? À comprendre l'empreinte écologique. Donc, chacun d'entre nous et chaque pays, donc, il a une empreinte écologique. Cette empreinte écologique, elle permet de mesurer la pression de l'homme sur la nature. Elle est exprimée en surface de terre et en mer biologiquement productive. Et ceci, cette empreinte écologique, va nous amener à parler du développement durable. Donc, le mot dont on entend fréquemment, d'accord, dans les télés, dans les documentaires, dans donc, les programmes donc, radio, c'est que il y a
une forte tendance et il y a une conscience mondiale, d'accord, de l'importance du développement durable, de l'importance donc de l'environnement, de préserver donc un environnement sain, que ce soit pour nous maintenant et aussi pour les futures générations, parce que euh, ça serait vraiment inacceptable que nous allons surconsommer et surexploiter les ressources qui sont disponibles maintenant, d'accord? Et on ne sait pas, est-ce que demain ou après un an ou 5 ans peut-être, est-ce que ces mêmes ressources, elles seront disponibles avec des quantités suffisantes par rapport au nombre des habitants donc, du monde. Alors, l'entrepreneuriat vert, c'est quoi? Donc, c'est la pratique de résoudre consciemment les problèmes environnementaux en concrétisant des idées innovatrices qui incorporent donc des niveaux de risque élevés et qui ont un effet positif net sur l'environnement naturel et qui sont simultanément viables sur le plan économique. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat vert, ça veut dire nous avons des idées qui sont innovatrices, qui vont venir résoudre ce problème, cet écart, cette augmentation de l'empreinte écologique, que ce soit de l'homme ou donc des pays, d'accord? Et nous allons essayer de trouver des solutions grâce à cette innovation écologique pour réduire notre impact sur notre environnement. Alors, l'entrepreneur vert, c'est une personne qui lance et dirige une entreprise qui est verte dans sa stratégie et aussi dans ses processus de production du début jusqu'à la fin. Ici, ceci va nous amener à comprendre une chose, c'est que pour être une entreprise verte, il faut veiller à ce que vous ayez intégré dans votre style de management, dans vos stratégies, dans vos objectifs, le fait de rendre votre activité, votre fonctionnement, votre production, d'accord, votre création de richesse en vert. Ça veut dire respecter l'environnement. Et ceci va être élaboré à travers quoi? À travers la réalisation et la transformation de votre processus de fabrication du début jusqu'à la fin, il sera vert à 100%. Ceci donc, dans ce diapo, nous allons continuer à comprendre la relation entre entrepreneuriat vert et développement durable. Lorsque on parle de développement durable, ça veut dire qu'il y a trois principaux objectifs de ce développement durable. Le premier objectif, c'est l'objectif social, à savoir l'insertion, l'équité sociale, la santé de la population, qui va donc se rejoindre ou qui est lié à un objectif économique, à savoir le développement, le fait de développer la croissance économique, la création de richesses, les nouvelles technologies de production et avoir une consommation durable. Et ceci va nous amener à intégrer des coûts environnementaux et sociaux dans le prix des biens et services, l'évolution des relations économiques internationales, l'utilisation raisonnée des ressources et des milieux naturels. Ici, lorsque on a étudié le management ensemble, on a dit que pour une entreprise, pour qu'elle devienne durable, elle doit être donc ici efficiente et efficace. Donc ici, elle doit veiller à ce qu'elle atteigne les mêmes objectifs tout en utilisant le moins possible de ressources.
aussi pour le développement durable, on parle de l'environnement, d'accord, qui est un objectif très intéressant. Et ceci va nous amener à préserver et améliorer et valoriser l'environnement, les ressources naturelles, sur quoi? Sur le long terme. Donc, on est aussi dans une optique de préservation à long terme d'un environnement où on peut vivre, où on trouve les ressources essentielles pour continuer et avoir une vie, une vie équitable pour tous. Lorsqu'on parle donc ici de l'objectif durable de l'environnement, on parle de la gestion durable des ressources naturelles, de la réduction des risques et prévention donc des impacts environnementaux, du maintien des grands équilibres écologiques. Entreprendre en vert, d'accord, ici, lorsque on parle de cet entrepreneur vert, ça veut dire qu'il a des valeurs et grâce à ces principes ou ces valeurs, il va chercher et créer sur le marché grâce à des opportunités d'affaires du développement durable. Il va créer quoi? Il va créer une entreprise verte qui soit donc toujours en conformité et cet entrepreneur, il doit toujours respecter les lois et les normes de protection de l'environnement. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat vert, on parle des composants suivants. Premièrement, la première chose, c'est le fait de veiller à la qualité de l'environnement. Lorsqu'on parle de la qualité de l'environnement, ça veut dire que on doit veiller à préserver une qualité d'environnement, une bonne qualité d'environnement, ça veut dire avoir moins de rejets, donc que ce soit en gaz, des rejets donc en gaz ou les eaux donc usées après donc utilisation dans l'industrie. On doit veiller à avoir moins de déchets donc de déchets que ce soit de matières premières ou des déchets suite à la production. On doit aussi veiller à garder un bien-être social. Ensuite, on doit trouver, nous devons aussi joindre cette nouvelle idée d'entrepreneuriat vert à quoi? À l'innovation. Nous devons favoriser et amener les entrepreneurs à trouver, à innover des produits ou des services qui sont verts du début à la fin. Et une chose qui est très intéressante, moi, en tant que consommateur, j'aimerais pas consommer et m'habituer à la consommation donc d'un produit vert sur, par exemple, un an. Et à la suite, je vais trouver donc que cette entreprise verte, elle va fermer ses portes. Donc ici, l'objectif de tous les États et de toutes les économies, c'est le fait que de créer des entreprises vertes qui sont durables. Parce que nous avons besoin de cette durabilité pour protéger de plus en plus notre environnement et veiller donc à bien gérer, d'accord, et optimiser l'utilisation des ressources naturelles. C'est en fait, c'est cet entrepreneuriat vert qui va aussi donner chance à certaines économies donc, qui ne sont pas basées sur les industries, etc., de trouver donc un modèle et une façon pour développer leur économie et que leur économie, elle soit une économie qui est verte, qui est une économie circulaire, tout en gardant aussi les avancées écologiques.
Lorsqu'on parle de l'éco-entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat vert, c'est comme si nous allons donner une autre chance pour nous tout d'abord et pour l'environnement de prendre ses souffles, pour respirer, pour laisser donc ces ressources naturelles se reposer un peu, d'accord, et préserver. On est en train de préserver, on est en train de trouver des solutions à ce que euh, nous pouvons donc satisfaire maintenant nos besoins donc de façon donc ici optimale, raisonnable et qui respecte notre environnement actuel. Et il ne faut pas s'arrêter donc à l'actuel, au présent, à l'instant-ci. Donc, et il faut avoir une pensée à long terme. C'est en fait, si j'apprends et si on apprend tous à mieux gérer donc notre environnement, à préserver notre environnement, donc notre environnement, à l'instant, on pourrait donc garantir aux futures générations le fait qu'ils vont aussi trouver des ressources, le fait qu'ils vont trouver un environnement sain, d'accord, un environnement où ils peuvent aussi créer et survivre. Parmi les innovations de l'entrepreneuriat, on trouve donc l'innovation bout du tuyau. Donc, ce sont des technologies qui sont curatives, qui interviennent en fin du processus de production afin de réduire les impacts environnementaux. Les principales limites de ces types d'innovation donc écologiques, ce sont, c'est que ils n'attaquent pas donc la source de la pollution, la source de pollution, pardon. En fait, pour comprendre plus, on trouve cet exemple, le fait de disperser ou de diluer des émissions toxiques de manière à diminuer l'intensité de leur impact. Et ça, réellement, on est en train de le vivre et on trouve que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, des entreprises et des industries qui sont, malgré donc les lois, malgré donc comment dirais-je, euh, les, euh, les activités et les associations qui sont en train d'essayer d'empêcher donc ces pratiques euh, qui ont un impact néfaste vraiment sur l'environnement, euh, ils sont aussi en train de diverser, par exemple, des eaux usées qui contiennent des substances qui sont toxiques et qui vont donc polluer, que ce soit les rivières ou les mers, et ceci peut dégrader, et il a donc déjà dégradé la vie maritime, et ça peut causer aussi la pollution, donc la pollution la pollution de la mer. On trouve des déchets donc sur le bord de la mer. On trouve aussi des déchets qui sont au fond de la mer, et ces déchets peuvent causer la mort et l'asphyxie de certaines substances, de certaines espèces maritimes, et aussi ça va dégrader ici la vie aquatique. On trouve aussi l'innovation de l'entrepreneuriat vert. On parle de l'innovation qui est propre. Ça veut dire qu'il y a des changements préventifs au sein du processus de production, avec la recherche d'un processus de production moins polluant dès la source, donc dès le début, donc, où il y a pollution, on doit attaquer ici la source de pollution au sein de notre processus de fabrication.
Ses principales limites, c'est que l'adoption, elle nécessite un engagement relatif important en termes de ressources humaines et financières, ainsi que il y a toujours des changements profonds des systèmes de production. Par exemple, les coproduits utilisés, donc les impacts environnementaux, produits fabriqués et commercialisés de telle sorte qu'ils ne soient pas donc nocifs pour l'environnement ni pour les utilisateurs et qui sont recyclés facilement. Parmi les exemples donc d'entreprises vertes, et ici, il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que de nos jours, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat vert, on parle d'une économie et d'un mode d'entreprendre qui est en croissance et qui à la fois peut générer des bénéfices économiques et peut aussi nous aider à surmonter les défis et diminuer les impacts de la production de l'ancien mode de production. Comme entreprise verte, on trouve les entreprises de l'industrie alimentaire. Donc aussi ici donc on parle de vente des aliments qui sont biologiques, hein, que ce soit donc ici au niveau des fruits et légumes, on parle de plus en plus donc des aliments qui sont bio. On trouve aussi les industries pharmaceutiques qui vont utiliser des composantes comme par exemple les plantes, les huiles essentielles, etc. On parle d'une chose aussi qui est en train d'exploser partout dans le monde, c'est l'écotourisme. Certains pays qui n'ont pas des industries qui sont développées, qui ne peuvent pas donc produire et faire de l'industrie, on trouve que ces pays-là, ils ont un capital important, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont une nature vraiment fabuleuse, une nature qui est parfois diversifiée. On trouve donc la plage, la mer, on trouve les montagnes, on trouve donc le Sahara, par exemple. Et il y a une tendance, c'est qu'on est en train d'encourager l'écotourisme. On est en train de construire des villages et des hôtels qui sont des maisons d'hôtes aussi, qui respectent le tourisme. On trouve que ils sont en train de faire, par exemple, le guide touristique dans cette nature-là, d'accord? Ils utilisent aussi donc ici de l'alimentation donc qui est bio et qui est donc locale, donc de cette région-là. Ils utilisent des matériaux qui sont construits par les artisans de ce pays, de ce village, par exemple. Et l'écotourisme, il est en train d'exploser pour une autre cause, c'est qu'il est moins polluant et ça nécessite d'avoir cette idée de consommation bio, de tourisme sans impacter l'environnement. Et ça, c'est très important. Et je vous conseille donc d'étudier et de vous focaliser un peu vos lectures sur l'écotourisme. Peut-être que vous allez l'utiliser un jour. Ensuite, on trouve les entreprises vertes qui opèrent dans les énergies renouvelables. Alors, les énergies renouvelables ou les énergies vertes, donc ici, on parle de l'énergie donc des éoliennes, le fait de produire de l'électricité à partir du vent. Ça aussi, ça peut
aider une population donc pour avoir de l'électricité donc toute la journée sans coupure. On trouve aussi donc l'énergie solaire, le photovoltaïque. Ici, on trouve, et partout dans le monde, on trouve par exemple, des bâtiments euh, qui sont illuminés totalement grâce à l'énergie verte. On trouve aussi des industries qui utilisent aussi uniquement de l'électricité verte parce qu'ils utilisent le photovoltaïque, par exemple, sur leur toit ou sur, par exemple, le parking donc des voitures du personnel. On trouve aussi des agriculteurs qui utilisent donc de l'énergie solaire et le photovoltaïque, que ce soit pour sécher donc leurs fruits et légumes et les vendre séchés, que ce soit pour déclencher les systèmes d'irrigation pour leur plantation. Donc, on trouve aussi, je me rappelle, je vous ai parlé donc de cette innovation, le fait euh, de fixer ici des systèmes euh, de, de collecte du mouvement à la surface de la mer, le mouvement des vagues, et il y a une sorte de générateur qui va transformer aussi le mouvement de ces vagues-là en énergie verte. On trouve aussi l'industrie de recyclage. Lorsqu'on parle de recyclage, donc l'énorme problème, c'est que euh, euh, de la planète, ce sont les déchets, surtout en plastique, d'accord? On doit toujours utiliser du plastique ou, par exemple, des sachets en plastique qui est réutilisable, recyclable. On trouve aussi les déchets au niveau des habits, d'accord? Parmi les innovations qu'on trouve partout donc, dans le monde, c'est que euh, on collecte, on collecte donc les habits qui sont jetés et on va les recycler sous forme, par exemple, de sculptures. Dernièrement, donc, on trouve une innovation au cours de laquelle on transforme ces déchets de vêtements en système comme des briques, donc pour construire des maisons. On trouve aussi donc des entreprises qui sont en train de nettoyer les zones polluées ou de faire le traitement des eaux usées. Alors, les motivations pour entreprendre en vert, c'est que premièrement, au niveau de l'État, on trouve une volonté chez cet entrepreneur de se conformer donc aux lois de protection de l'environnement de cet État. Et on trouve aussi l'encouragement à travers donc les bénéfices et les avantages qui sont accordés par l'État pour toutes les innovations écologiques. On trouve autre mode et façon donc de motivation, c'est les motivations économiques. On parle donc de la création des innovations écologiques pour saisir les opportunités d'affaires, donc comme le recyclage. On trouve aussi le fait de créer des innovations écologiques pour réaliser des économies de charge. Donc ici, par exemple, comme on a dit, l'utilisation de l'énergie solaire ou photovoltaïque pour la production au sein d'une industrie. On trouve aussi les besoins des clients. On trouve que la conscience de clients, on trouve des clients qui sont de plus en plus conscients de l'intérêt et de l'importance de l'environnement et de la consommation de produits qui sont écologiques et qui respectent l'environnement. Donc ici, ces clients, ils sont sensibles à l'environnement et donc leurs besoins, ils sont énormes. Ça devient donc énorme en termes donc de matériel qui consomme moins de l'énergie, comme par exemple l'éco-construction des bâtiments, qui est un exemple très intéressant.
Le fait donc de construire vert, ça va me permettre, par exemple, de garder une maison ou un bâtiment chaud en hiver et froid, donc durant l'été, d'accord, sans avoir recours au chauffage ou à l'utilisation massive des climatiseurs. Donc, on est en train de consommer plus de l'électricité qui n'est pas vert. Donc, on trouve donc des consommateurs qui veillent à consommer vert et à changer leur mode de consommation quotidien. Alors, comme un petit exercice, donc je vous propose de chercher quelles sont les opportunités d'entreprendre vert aux îles de Comores. Alors, on passe à l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin, c'est quoi? Elle répond donc aux exigences de justice et d'équité en permettant aux femmes de bénéficier des mêmes opportunités que les hommes pour créer et développer leur entreprise. Donc ici, grâce à ce mode d'entrepreneuriat, on donne et on ouvre l'accès à la femme afin qu'elle crée et elle développe et elle gère donc une entreprise. Investir dans les femmes est l'un des moyens les plus efficaces d'accroître l'égalité et de promouvoir la croissance économique incluse et durable. Donc, on est, euh, on est parti donc d'une logique que hommes et femmes, on est en train de vivre sur la même planète. L'homme, il peut créer une entreprise, alors pourquoi pas la femme? La femme, donc figurez-vous que la femme, donc, elle existe et elle travaille dans tous les domaines. On trouve la femme en tant que médecin, on trouve la femme en tant que pilote, on trouve la femme en tant qu'ingénieur, on trouve la femme en tant que financière, on trouve la femme en tant que enseignante, comme conductrice de train, etc. Donc la femme, elle existe et elle travaille dans tous les domaines. Donc, c'est un être qui a de l'esprit de créativité qui est admirable, qui a de l'initiative pour créer de la valeur et qui veut donc réaliser le développement économique. Alors, la femme entrepreneur a été définie donc de plusieurs façons. Donc, la femme, c'est la femme qui seule ou avec des partenaires a fondé, acheté ou accepté en héritage une entreprise qui assume tous les risques et les responsabilités financières, administratives et sociales et qui participe quotidiennement à sa gestion courante. Les femmes entrepreneurs jouent un rôle essentiel dans le développement socio-économique de l'Afrique selon l'Organisation internationale de travail. Donc, la femme entrepreneur, c'est une femme qui cherche l'épanouissement personnel, l'autonomie financière et la maîtrise de son existence grâce au lancement et la gestion de sa propre entreprise. Donc ici, il y a certains mots-clés. Premièrement, l'épanouissement personnel et l'accomplissement personnel. L'autonomie, le fait que la femme, elle est capable d'avoir sa propre autonomie financière et la maîtrise de son existence. Donc, la femme est un être qui est capable de créer et de gérer une entreprise. Les obstacles, à la femme entrepreneur, malgré sa volonté et qu'elle a cette capacité d'identifier et d'exploiter les opportunités d'affaires, ces obstacles sont le manque de confiance, donc elle a peur de passer à l'action. On trouve aussi la culture du pays où cette femme entrepreneur, elle est en train de vivre, qui n'accepte pas l'autonomie de la femme et qui voit que la femme, elle a uniquement un rôle domestique. C'est aussi, on trouve comme obstacle le niveau d'éducation.
Dans certains pays, donc la femme, elle n'a pas accès à l'éducation. On voit aussi comme obstacle à cet entrepreneuriat féminin, c'est que la femme, elle a des responsabilités donc familiales. Elle a un manque de support aussi de l'État. L'État donc n'encourage pas et ne met pas à disposition de cette femme entrepreneur des facilitations pour créer sa propre entreprise. Aussi, on ne trouve pas des organismes qui sont spécifiques dans chaque secteur pour accompagner cette femme entrepreneur. Et on trouve aussi le manque de sensibilisation et le manque d'accès à des connaissances au niveau des experts dans le domaine d'entrepreneuriat pour ces femmes. Et aussi, on trouve une chose qui est toujours existante dans les cultures des pays, c'est que si la femme, elle va sortir pour travailler, d'accord? Si la femme, elle va entreprendre, c'est qu'elle va faire et elle va engendrer un déséquilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Alors, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat féminin, on parle de l'autonomisation. Euh, c'est, euh, Ce sont des ressources. euh, L'autonomisation, donc tout d'abord, c'est euh, le fait d'expansion des droits, des ressources et de la capacité des femmes à prendre des décisions et agir de façon indépendante dans les sphères sociales, politiques et économiques. D'après la Banque intra-américaine pour le développement. Et ces clés de l'autonomisation sont le fait de trouver des ressources qui sont catalyseurs pour l'accélération du processus d'autonomisation et les résultats donc, qui sont l'aboutissement de ce processus. Donc, cette autonomisation, elle est composée de quoi? Elle est composée de l'autodétermination, du pouvoir, du contrôle, du choix, dans quel secteur la femme, elle veut entreprendre, la participation, l'estime de soi, l'autodirection, les options, la mobilisation et la libération. Et le plus, le plus important est le fait de savoir que la culture où la femme entrepreneur existe, elle a un impact, c'est que cette autonomisation, d'accord, elle est gérée par l'importance de l'environnement qui donne accès ou non aux opportunités pour les femmes. Donc, l'entrepreneuriat féminin, elle est axée sur l'autonomisation et cette autonomisation, elle dépend de quoi? Elle dépend de l'environnement où la femme entrepreneur, elle existe. Si l'environnement, il va donner de l'importance et il va faciliter l'accès de la femme, l'accès donc à la femme pour des opportunités d'affaires, ça veut dire donc qu'il est en train d'améliorer et de donner des progrès en termes donc d'autonomisation. Si il n'y a pas donc l'effet de l'environnement, donc il est nul. Donc ici, on ne va pas progresser sur ce domaine. Et parfois, on peut avoir l'effet de l'environnement. Donc ici, il est pervers, il peut être pire. Donc ici, l'entrepreneuriat féminin, elle dépend aussi et primordialement, et nous avons déjà vu ça, que l'entreprise, comme étant une entité économique et sociale, elle dépend toujours et elle est toujours en interaction avec son environnement. Mais ici, la spécificité, c'est que nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat féminin, d'accord,
et on est en train de parler que la femme, elle peut occuper une position d'entrepreneur. Et on voit comment ici, et ce statut de cette femme-là, de cette femme entrepreneur, il est quoi? Il est relié, d'accord? Et il est donc impacté par l'environnement où elle se trouve et la culture du pays où elle se trouve. La typologie donc des femmes entrepreneurs, on va trouver cette typologie grâce au croisement des deux variables, à savoir l'attachement au rôle traditionnel de la femme, l'attachement aussi aux idées entrepreneuriales. Donc, on trouve la femme domestique, donc qui est une femme dont la motivation principale est le besoin de flexibilité en cohérence avec l'exercice des responsabilités. On trouve aussi donc les femmes entrepreneurs conventionnelles, ça veut dire qu'elle va créer une entreprise dont le but de compléter donc un niveau, un revenu pardon, familial qui est insuffisant. Et elles choisissent souvent des secteurs qui sont dans le prolongement de leur rôle traditionnel dans le contexte familial. On trouve aussi les entrepreneurs, donc les entrepreneurs féminines euh, qui, qui sont innovatrices. Ce sont des femmes ambitieuses qui saisissent des opportunités en dehors donc, de leur domaine d'expérience et qui travaillent sur un thème central plus important que celui donc d'assumer les mêmes activités ou le même rôle de la femme traditionnelle. Les motivations maintenant pour les femmes entrepreneurs est liée à leur intention. Donc, ces intentions peuvent être des intentions positives, donc on parle des intentions et des motivations qui sont pull, d'accord, qui sont reliées à la volonté de cette femme, et on parle aussi des motivations qui sont négatives, on parle des motivations qui sont push, ça veut dire la nécessité, reliée à la nécessité. Donc, on commence par les motivations reliées à la nécessité, comme par exemple le revenu familial insuffisant, l'insatisfaction dans le travail, donc salarié, la difficulté à trouver un emploi, la perte d'emploi, la flexibilité du temps et les préoccupations familiales sont tous des motivations qui vont ici pousser donc par nécessité la femme à entreprendre. Par contre, on trouve les motivations pull qui trouvent la source de la volonté, qui trouvent donc leur source de la volonté, sont par exemple l'indépendance, l'accomplissement personnel, le goût d'entreprendre, le revenu, la mission sociale, le statut social et le pouvoir et l'autonomie. Donc, toutes ces motivations-là vont, euh, donc, vont attirer ou ils vont amener la femme, d'accord, à prendre et saisir donc et vouloir passer au statut d'une femme entrepreneur. Alors, pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, il faut tout d'abord veiller à comprendre, sensibiliser et convaincre l'environnement socio-culturel sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin. Veiller à diffuser donc ici les opportunités à travers les réseaux d'information disponibles, créer des coopératives sectorielles féminines, créer donc ici des organisations d'aide et d'accompagnement pour ces femmes entrepreneurs, organiser et faciliter l'accès à des formations spécifiques aux femmes par secteur d'activité. Donc ici, c'est un accompagnement, c'est un suivi, c'est un coaching, c'est un mentorat pour ces femmes entrepreneurs.
Renforcer donc ici l'accès et faciliter l'accès à la femme entrepreneur, l'accès au microcrédit, au financement, d'accord? Il faut trouver, hem, une forme de financement qui est spécifique, heu, qui est, hem, qui est en adéquation avec le modèle économique de l'entrepreneuriat féminin et encourager aussi l'environnement. Ici, le rôle de l'État, c'est d'encourager et soutenir donc, l'entrepreneuriat féminin à travers les lois et les réglementations. Pour, clôturer cette partie sur l'entrepreneuriat donc, féminin, on va, voir ensemble une vidéo. Alors, un instant. Je vais repartager l'écran. Un instant. Voilà. Bonjour à tous, c'est Anatolie. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro de hashtag Femme Entrepreneur. Comme chaque mois, nous allons à la rencontre d'une femme, chef d'entreprise en Normandie. Aujourd'hui, nous sommes à Acquigny pour rencontrer Isabelle Guillaumard. Bonjour Isabelle. Bonjour Anatolie. Alors en première question, j'aimerais savoir ce que fait ton entreprise. Alors écoute, tu te trouves ici sur le bateau amiral du groupe CCI Production et notre activité, c'est le développement, la fabrication et le conditionnement de parfums et de cosmétiques pour les plus grandes marques du monde. Quel a été ton parcours pour en arriver là aujourd'hui? Alors, c'est un parcours d'abord de salarié, c'est une carrière de salarié dans l'industrie pharmaceutique qui m'a amenée au comité de direction d'un laboratoire de biotechnologie américain, Amgen. À une petite quarantaine, j'étais, comme on dit, successful. Et comment et surtout pourquoi as-tu décidé de reprendre cette entreprise? C'est assez difficile à expliquer cette sensation et paradoxe aussi de tout avoir. J'avais 40 ans, j'avais tout. La réussite, le succès professionnel, la carrière, le confort matériel, la sécurité d'un poste de cadre supérieur à Neuilly avec un très beau bureau en verre. C'était une vie professionnelle épanouie. Et pourtant, j'avais cette sensation, tu es bien là, mais tu vas y rester longtemps. Et c'était pas possible en fait. C'était une frustration. Ça ne me nourrissait plus. Je commençais à m'ennuyer prodigieusement. J'avais besoin d'autre chose. Et justement, malgré cette frustration, est-ce que c'est pas compliqué de quitter le confort de l'employé pour devenir chef d'entreprise? L'engagement que j'ai fait il y a 11 ans, c'est un vrai saut dans le vide. L'engagement, c'est un saut dans le vide de toute façon. Et c'est vrai que je me souviens en comité de direction de mes collègues me disant mais c'est dingue, qu'est-ce que tu fais? En fait, je me souviens avoir dit cette phrase, Descartes dit il vaut mieux changer ses rêves que l'ordre du monde. Eh bien, moi, j'ai décidé de changer l'ordre de mon monde. J'avais besoin de liberté, d'engagement et de risque. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un style de management assez particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, je ne sais pas si c'est un style finalement de management. En tout cas, c'est un nouveau mode de gestion et de management que je mets en place dans l'entreprise. Depuis maintenant 3 ans, je me suis inscrite dans la responsabilité sociétale des entreprises. J'ai résolument tourné le groupe vers la RSE. Et le principe est la bienveillance, d'une part, et nous nous inscrivons aujourd'hui dans un nouveau mode de participation des salariés avec l'actionnariat des salariés qui débutera en 2020. D'accord. Et en plus de tout ce que tu nous dis, tu es aussi écrivain.
D'ailleurs, ton livre Combattante est un vrai succès. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Alors, je dors assez peu, ce qui me permet d'écrire. Combattante, c'est l'ultime résilience. Donc, il est vrai que les 11 dernières années de ma vie ont été extrêmement riches. Et je dirais que le point de départ de Combattante, c'est le cancer du sein en 2013, en août 2013, un grade 3 agressif, qui est finalement le nouveau challenge que je dois relever, c'est-à-dire survivre, survivre pour mes enfants, survivre pour sauver mon entreprise. Et cette bataille, je la raconte dans Combattante. C'est aussi un manifeste pour la féminité combattante et sur l'exercice de la féminité tout au long d'une vie de femme, qui est c'est compliqué d'exercer sa féminité. Alors, quand elle est malmenée par la maladie, encore plus. Voilà, donc c'est le besoin d'écrire Ouais, presque pour guérir. Eh ben, super parcours. Comme dans toutes les interviews, j'aimerais que tu nous emmènes dans un endroit qui tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce que tu as choisi de nous montrer aujourd'hui? Mon usine. Si tu Donc, veux. c'est l'endroit qui te ressource, toi. Oui, je me ressource dans mon usine. J'y suis de moins en moins parce que je cours le monde pour Osalis. Et cet endroit me ressource. Cette usine, c'est l'endroit où j'ai puisé notamment ma force pour me battre contre la maladie. Et oui, ça peut paraître étonnant, mais c'est un endroit ressource pour moi. Eh ben, alors, on va visiter ton entreprise, alors. Avec plaisir. On y va? On y va. Alors, Isabelle, où est-ce que tu nous emmènes? Écoute, je vais t'emmener au comité d'entreprise, plutôt au comité économique et social maintenant. On y va. Qui a lieu ce matin. Et c'est un organe de gestion pour moi de l'entreprise important. Donc, c'est quelque chose qui te tient à cœur particulièrement. Pourquoi? Alors, pour moi, ça illustre le climat et le dialogue social. Et de surcroît, je m'inscris dans la transmission d'entreprise, tu le sais, Oui. de façon assez originale, avec ce concept que j'appelle entreprise hybride, puisque je transmets à la fois à mes filles, mais également à 250 personnes, puisque je leur ai proposé d'avoir 250 frères et sœurs, et qu'elles ont accepté. Voilà. C'est une très belle initiative. Merci de nous avoir fait partager ce moment. On continue la visite? On continue la visite. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cet endroit te tient particulièrement à cœur? Tu m'as demandé un endroit ressource et je pense que c'est mon endroit ressource, cet atelier. Alors, il s'appelle l'atelier école. On pourrait l'appeler l'atelier Osalis maintenant. Et c'est un atelier que j'ai créé il y a presque 3 ans, lorsque nous avons signé la charte Cancer at Work. Cancer at Work, c'est une association de chefs d'entreprise qui a pour ambition de promouvoir un autre mode de management et de travailler avec la fragilité. Et dans la fragilité, il y a la maladie, bien sûr, ça va être cancer at work. Et l'enjeu, c'est de réussir à assurer l'employabilité des malades. Donc ici, l'ambition, c'est de tout faire pour que les personnes puissent garder leur emploi, assurer leur employabilité pour le futur, et puis revenir à la vie active dans l'entreprise. Les femmes reviennent au travail à leur rythme, elles reprennent leur souffle. Le travail n'est pas imposé, elles choisissent ce qu'elles font au rythme qu'elles veulent. Donc on est dans un endroit où finalement, moi je viens ici presque quand je vais très mal, parce que ça me rappelle le sens de mon engagement, le sens de mon entreprise qui travaille pour toutes les femmes malades, puisque Osalis
est dédié aux femmes touchées par le cancer. Et puis, ça me ramène à la vraie vie, aux côtés de mes salariés et de celles qui traversent l'épreuve ou qui ont traversé l'épreuve. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Écoute, des nouveaux challenges, des opportunités, de l'adrénaline, de l'envie. Je pense que j'ai vraiment besoin de ça. Moi, mon moteur, c'est l'action, une espèce de dynamo permanente. Donc, me souhaiter de réussir, de conquérir le monde avec Osalis, que cette entreprise aille bien et que les salariés y soient bien et qu'on puisse assurer la pérennité de l'entreprise. Eh ben, on croise les doigts pour toi et je termine toujours les interviews par cette même question. Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous regardent? Je dirais oser, oser bouger. Seule l'action peut générer quelque chose. Donc, il faut oser, il faut bouger. Uniquement, alors, je pondère toujours avec cette phrase de Nelson Mandela que j'aime beaucoup sur le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais c'est de réussir à vaincre sa peur. Et si on se sent capable de vaincre sa peur, eh bien, il faut y aller, il faut oser. Merci Isabelle. C'est sur ces mots que s'achève ce nouveau numéro de Femme Entrepreneur. On se retrouve très vite. À bientôt. Donc, après cette vidéo-là, d'accord, on peut conclure principalement que la femme, donc, elle peut elle peut donc avoir ce statut d'entrepreneur. La femme, donc, elle peut amener du changement, de nouvelles méthodes de nouvelles méthodes de management. Donc, comme vous avez donc vu cet exemple, elle avait donc un emploi qui est stable, donc sa situation économique était était satisfaisante pour elle, mais elle avait besoin de cette liberté elle a besoin de liberté, de, de passer à l'action, de se mettre en risque, d'accord, pour créer une entreprise. Et elle a eu un mode de gestion d'entreprise donc qui respecte les RSE, donc elle a donc presque donc elle a donné toute son entreprise pour ses employés. Elle applique donc les RSE. Elle va pas s'arrêter jusque-là, donc elle est en train d'aider donc les femmes atteintes par la maladie. Elle est en train donc, elle leur permet de garder leur emploi, d'accord? Et elle veut toujours réussir à avoir d'autres challenges, peut-être d'autres, s'ouvrir sur d'autres marchés, et cetera. Donc la femme entrepreneur, elle ne va pas s'arrêter. Alors, je vous demande aussi de nous raconter, de chercher et de nous raconter une histoire d'une femme entrepreneur de votre pays. Donc, jusque-là, donc, nous avons vu ensemble les différentes formes d'entrepreneuriat. À vous de choisir et à vous donc de continuer vos études et vos recherches sur la forme d'entrepreneuriat dont vous voulez donc vous, vous investir. Et je vous revois, Inch'Allah, à la séance de panel de discussion le dimanche prochain. Merci à vous.